ivoirien titulaire du doctorat S-Lettres, précédemment enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. En Côte d'Ivoire, il est surtout connu pour son militantisme et son activisme en faveur des droits de l'homme depuis plus de 20 ans. Homme de terrain et de médias, observateur d'élections, enquêteur, promoteur, consultant en droits de l'homme et résolution des conflits. Il a été membre de la Commission nationale des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire, CNDHCI, de 2007 à 2017. Je n'ai pas assez de temps pour grainer tout son suivi. La politique était pour c'est Dr Boga. Dr Boga. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par lui rendre toute la gloire. Je lui rends toute la gloire parce qu'il m'a sauvé la vie. Amen. Si je suis en exil depuis le 11 juin 2011, c'est parce que Dieu m'a sauvé la vie. Amen. Je lui rends toute la gloire. Vous savez, de là où j'étais caché, au plus fort de la crise, et qu'on a pris notre président le 11 avril 2011, j'étais toujours caché. Au début, j'étais allé me réfugier dans un hôtel à Yopougon. Et c'est un ami, le chef de cabinet du ministre Ouattara Nyonzié, qui est un collègue à l'université, M. Koulibaly Amara. Je le cite parce qu'il fait partie des personnes par qui Dieu est passé pour me sauver. On a échangé et au téléphone, il m'a dit « Ah non, Yopougon, c'est pas bon. C'est le quartier le plus dangereux parce que les gens ils vont prendre le pays et ce quartier sera très, très, très exposé. Donc, délocalise-toi. » Et j'étais caché en zone 4. Parce que dans leur partage de notre pays, le quartier zone 4, qui a beaucoup d'Occidentaux, était sous la protection de l'armée française. Donc c'est quelque part là-bas dans un hôtel que j'étais caché. Et chaque jour qui passait était atroce. Les intestins se broient. Tu es seul, tu te réveilles, tu es à la télé. Tu ne regardes que ton pays en train d'être bombardé. Et je priais tout le temps. Et j'ai appelé mon ex-compagne pour lui dire, bah, écoute, si je t'ai fait des torts, je demande pardon. Parce que moi, j'étais presque convaincu que ça en était fini pour moi. Et dans les prières, j'ai dit au Seigneur, sors-moi du pays. Je vais rendre témoignage au monde. Ce livre est un témoignage, en fait. Cette cérémonie est un témoignage. C'est pour cela que quand vous l'ouvrez, vous allez voir beaucoup Dieu, Dieu, Dieu. Je disais à mon ami Jackie Moafo, qui m'a fait une belle émission, qui disait, mais un intellectuel africain, quand il parle de Jésus ou de Mahomet, c'est compliqué pour moi, je ne comprends pas très bien. J'ai dit ça, il faut laisser. Il faut laisser, parce que c'est une question de communion et puis c'est trop personnel. Je vais vous donner un exemple, et peut-être c'est à Jackie, mais à tout le monde. Quand vous souffrez d'une maladie, vous allez voir un médecin, il vous donne un médicament, ça ne passe pas. Vous allez voir un autre, ça ne passe pas. Le jour où vous tombez sur un médecin qui vous donne un médicament qui vous guérit, ce médecin devient un peu votre Dieu, avec petit d. Parce que vous vous dites, mais j'ai traîné cette maladie, ça fait 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc la question de la spiritualité, je suis désolé, en tant qu'intellectuel, moi ça ne me gêne pas du tout, mais je proclame ma foi. Je proclame ma foi. Parce que, je l'ai dit à Jackie lors de son émission, parce que dans mes études, je suis tombé sur un grand auteur, un grand intellectuel, un philosophe, un mathématicien, en même temps un théologien, je puis dire, Blaise Pascal. C'est du jamais vu. Grand philosophe, grand mathématicien. Parce que j'ai fait le lycée scientifique. De toute façon, ceux qui sont sur la table des séances, ce n'est pas par hasard. Lui, c'est un ami, il fera un témoignage. On a fait le lycée scientifique ensemble. Donc, il sait très bien, à Yamoussoukro. Donc, Blaise Pascal disait, là où ma raison ne peut plus agir, quand je ne peux pas expliquer les choses, je dois m'en remettre à ma foi. Ce qui s'est passé dans mon pays, pour que je me retrouve ici, en exil, je ne peux pas l'expliquer. Donc, je suis obligé de dire que c'est une question de foi. C'est Dieu. Et je lui rends hommage encore plus. Pourquoi? Parce que de ma cachette,
Je vous parle de mon combat, donc vous avez vu, dès que j'ai pris la parole, je suis déjà dedans. De ma cachette, j'ai appelé l'ONU, l'ONUCI. Parce que dans les principes des droits de l'homme, l'ONU est une institution mondiale. Et en principe, l'ONU doit subvenir à toute personne, quel que soit ton bord politique. Je suis un militant des droits de l'homme. Je suis en danger. Je vois le danger venir. Donc j'appelle l'ONU. Et à l'ONUCI, comme je travaillais beaucoup avec toutes les institutions du pays, j'ai appelé un haut responsable de l'ONUCI qui est un ami. Dans le livre, tout ce que je vous dis, vous allez certainement retrouver les traces dans le livre. Il s'appelle GN. Il est même d'origine africaine comme moi. Je l'appelle. Je dis, cher ami, est-ce que l'ONU peut envoyer, l'ONUCI peut envoyer des gens me chercher? Le coup de fil que j'ai passé a duré à peu près 15 minutes. Normalement, c'est rapidement de ma cachette, ça doit faire rapidement. Non, il me demande, mais tu es vers où? Il cherche à me localiser. J'ai dit, mais est-ce que l'ONU peut envoyer une équipe pour me sauver? Il a dit, bon, comme il voyait que je ne lui disais pas où j'étais, il a dit, bon, attends, je vais demander au patron de l'ONUCI pour voir si c'est possible. Et donc, il a demandé à son patron, M. Choi. Et M. Choi lui a dit, celui-là, pas possible. Et l'ONU m'a répondu pour me dire, malheureusement, le chef a refusé. Oui, donc, quand la plus grande instance mondiale refuse de vous envoyer du secours alors que je suis en danger, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pourquoi l'ONU a refusé de venir me sauver la vie? Je dirais deux raisons. La première, c'est que ma position dans la crise était bien connue. Mes compatriotes, ils savent. J'ai pris des risques énormes. Je ne suis pas dans le gouvernement de M. Gbagbo. Je ne suis pas de son ethnie, ni rien du tout. Mais la vérité, elle est une. Elle n'a pas de couleur d'ethnie, ni de race, ni de région. La vérité, c'est la vérité. Et surtout le droit. Il y a des juristes dans la salle, ils savent très bien que le droit, c'est le droit. On ne définit pas le droit en fonction de la personne à qui on a affaire. Or, malheureusement, c'est ce que l'ONU a fait. Et donc, parce que je n'étais pas du bord de M. Ouattara, l'ONUCI a refusé de venir me porter secours. Premier point. Mais deuxièmement, plus grave, c'est que je suis l'un des tout premiers intellectuels, à avoir accusé officiellement l'ONU dans la crise ivoirienne. J'ai eu l'honneur de faire l'une des toutes premières émissions, Raison d'État, où en 2 heures de temps, avec Awa Oura, j'ai démontré preuve à l'appui que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a outrepassé ses compétences. Parce qu'il est allé jusqu'à désigner qui est vainqueur de l'élection, là où son mandat, en vertu de la résolution 1765, parce que c'est la résolution 1765 qui a institué le certificateur de l'élection. Le mandat disait, non, il faut vérifier si l'élection est bonne, si le président qui va sortir, il est crédible, on est capable de l'appeler un bon président. C'est tout ce qu'on lui demandait. Et le monsieur a outrepassé ses compétences jusqu'à aller dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, en lieu et place des institutions de notre pays. Pour avoir dit cela, l'ONU a accepté, a décidé de me sacrifier. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Si vous voyez que après 6 ans, 7 ans, on est encore là, debout, mais c'est qu'il y a un Dieu. Et peut-être qu'on est dans le vrai. On est tellement dans le vrai que, malgré tous les tumultes, jusqu'à même Mediapart vient les rattraper maintenant. Ouais. Jusqu'à même... C'est-à-dire que tout ce que nous avions dit, ça sort au fur et à mesure. Donc je lui ai rendu hommage. Vous voyez, tous ces propos que j'ai prononcés, c'est pour rendre hommage au Créateur. Amen. Voilà. Je vais vraiment le faire. Donc évidemment, je voulais dire aussi merci, un grand merci à Ephraim. Kobri, je vais te saluer, cher frère. Je vais te dire un grand merci. On l'applaudit vraiment. On lui dit un grand merci. Merci beaucoup, Ephraim. De toute façon, tous les frères de la résistance ici le connaissent. C'est quelqu'un qui est très discret, mais il est très serviable, très disponible. Et il m'a fait une grande amitié, un grand honneur aujourd'hui, parce que cette cérémonie, c'est lui qui l'a pratiquement organisée. Lui et ses 2 sœurs, avec Eshiman aussi qui n'est pas là, mais en tout cas, c'est toute une équipe. Ils ont fait ça pour moi. Je leur dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Donc, pourquoi on gagne en temps, je ne le fais pas, mais ça me fait de la peine de ne pas quand même dire un grand merci à tous les patriotes, à tous les leaders
d'Europe, des États-Unis et particulièrement de la France. Moi, je ne suis pas de la diaspora. Je ne suis pas un émigré. Je suis un exilé politique. Mais je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait en 5 ans, 6 ans, si mes compatriotes ne m'avaient pas accueilli. Je vous assure que j'ai fait pas moins de 500 voyages dans l'Europe et aux États-Unis. Chaque 2 semaines, au moins, je suis invité quelque part. J'ai sillonné toutes les grandes capitales européennes. Mais c'est parce que mes compatriotes, ils m'ont adopté et ils m'ont fait confiance. Et donc, je suis venu partager ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu. Comme j'étais là-bas et comme je ne suis pas partisan, je suis un acteur de la société civile, j'ai apporté ma contribution. Je voulais leur dire merci à tous les leaders, eux tous, sans exclusif, j'ai travaillé avec eux tous. Il y en a qui ne sont pas dans cette salle. Alain Toussaint n'est pas là. J'ai travaillé avec lui à un moment donné. On a fait le tour. On allait à Lyon, on a fait Montreuil. Après, on allait à Toulouse. J'ai travaillé avec Abel Naki. Il est venu en Italie me voir, etc. Donc, moi, j'ai travaillé avec tout le monde. La tata Christine Zekou n'est pas là. Mais elle a pris un rendez-vous au Parlement européen. Elle m'a dit, docteur, je voudrais que tu sois le porte-parole. Et c'est moi qui ai parlé au nom des Ivoiriens à la délégation des parlementaires sur la crise de notre pays. Allez-y sur YouTube. Le chef de la délégation européenne, c'était le député Lassalle, qui a été maintenant candidat à la dernière élection présidentielle. Voilà. Donc toutes ces personnes-là, j'ai travaillé avec elles et je voudrais leur rendre hommage. Serge Kassi, je te remercie, cher frère. On s'est parlé et tu es venu, tu es exilé comme moi. Mes chers frères, je te regarde droit dans les yeux. Et puis chaque jour, il faut avoir ta valise sur toi parce qu'on va rentrer dans notre pays. Voilà. Je vais maintenant venir au... Donc, mon intervention va avoir 3 points. Le premier point, je vais parler du livre, en 2 mots. Après le livre, je dirais la crise de 2010, en quoi est-ce qu'elle constitue un repère, c'est-à-dire un repère entre la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire de demain. Deuxième point. Et le troisième point, la Côte d'Ivoire de demain, là, elle peut ressembler à quoi? Et puis j'aurai fini. Pour parler du livre, je suis bien obligé de parler de celui qui l'a conçu. Vous voyez, le livre se présente très beau. Moi, j'ai pris 5 livres, je les ai ici. Bon, on n'a pas le temps, donc je ne vais pas sortir présenter tous les livres, ce n'est pas la peine. Si vous, à l'entrée, vous pourrez trouver les autres ouvrages que j'ai écrits. C'est mon 5e livre. Mais si je l'ai produit, vous voyez comment il se présente, c'est vrai que c'est ma photo, on aurait pu mettre autre photo, mais c'est bon d'immortaliser cette photo. Parce que l'histoire retiendra que j'avais dit, je leur avais dit, j'ai toujours dit à Ouattara, je lui dis, ce que tu fais aujourd'hui, là, demain, ça va réjaillir très mal. Je lui dis tout le temps. C'est pour cela que cette photo qui a été prise dans le journal Soir Info, lorsque j'étais allé pour une interview, en échangeant comme cela, le journaliste, ils aiment bien prendre des photos surprises, et c'est vraiment cette photo est restée. J'ai voulu que l'éditeur de cet ouvrage l'immortalise. Je voudrais saluer Saïri. Je voudrais saluer ce grand homme des lettres. Voilà. Voilà. Vous allez voir que dès qu'on ouvre... Ah, bonne arrivée, sœur Keïvaou. Dès qu'on ouvre, le livre est bien écrit, il se lit rapidement. Voilà, donc c'est Saïri qui a fait ce travail. Je lui dis merci. Je lui dis merci, c'est... Voilà. Donc voilà le premier livre qui est là. Les droits de l'homme à l'épreuve, le cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002. Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que 2002, ce qui s'est passé était trop choc, était trop difficile pour notre pays, et j'ai voulu l'immortaliser. Et c'est comme cela que l'Harmattan a accepté de me publier ce livre-là. Vous voyez, donc, du coup, c'est que la rébellion, puisque j'étais, n'oublie pas que je suis enseignant à l'université de Bouaké, et qu'avec mes étudiants et des collègues, nous sommes sortis de Bouaké par la brousse, nuitamment. Donc, cette expérience qu'on a vécue à Bouaké, au moment où ils ont pris la ville de Bouaké, ce qu'on a vécu, là-bas encore j'étais caché. Là-bas encore j'étais caché parce que j'étais le président de la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et comme eux, ils n'aiment pas trop ceux qui font droits de l'homme, tout ça. Et en plus, je suis Boga. Parce qu'eux, ils cherchaient le groupe BAD, BT, Atier, Dida. Tout ça, j'ai relaté ça ici. Donc en 2000, ce livre est sorti en 2007. C'est mon premier livre, avec l'Harmattan. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai sorti... La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu. Cette guerre-là, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Et si M. Nicolas Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise ivoirienne de 2010, c'est le sous-titre.
parce que je considère que Nicolas Sarkozy a trompé le monde. Il n'a pas dit la vérité. Il voulait aider un ami, il voulait installer un ami au pouvoir et il a menti. Il a menti au monde entier. Mais ils avaient fait la même chose pour Saddam Hussein. En disant qu'il avait des bombes de destruction massive. C'était le gros mensonge pour pouvoir précipiter sa chute. Et après, on n'a pas trouvé les bombes. Oh, il a été déjà pendu. Vous vous rappelez, sa mort était en direct. Il a été pendu. Donc, nous, on a une chance. C'est que Laurent Gbagbo n'est pas mort. Amen. On a une chance, il n'est pas mort. Donc, ça veut dire que le combat que nous menons, si nous le réussissons, on peut le réhabiliter. Ouais. Et c'est ce que nous allons faire. Mandela a fait 27 ans en prison. Mais les derniers jours de Mandela, c'est-à-dire on l'a déifié. Je voyais Michael Jackson, les Obama aller faire une photo posée avec Nelson Mandela, mais c'est comme si tu as vu Dieu. C'est comme ça qu'on déifie les hommes. Ils sont en train de déifier Laurent Gbagbo. Donc c'était le deuxième livre. Et lui, il a été traduit en italien, La guerra d'Abidjan, un conflitto da evitare. C'est-à-dire qu'un conflit qu'on aurait pu éviter. Alors je sais, je parle même pas bien, mais je me débrouille. Et donc, après ça, j'ai fait cet ouvrage qui est « Je suis noir et j'aime le manioc ». Bon. Voilà. Je suis noir et j'aime le manioc. Parce que quelqu'un a dit qu'il était noir, mais il n'aimait pas le manioc. Exactement. Donc le frère Gaston Kelman, qui est d'origine camerounaise, voilà, il est bourguignon aussi, je crois. Et donc il vit ici. Il est bourguignon tout à fait. Oui? Je tiens pour la parole. À la fin, d'accord. Après, il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Et donc, lui, il a écrit, donc voilà. Et j'ai été approché par un jeune éditeur. Alors, je précise que ça a été édité par Pyramide Papyrus Press, ici en France. Et celui-là, c'est un jeune frère qui commençait un peu comme Saïri. Il a créé sa maison d'édition et il m'a approché. Bon, comme j'ai la chance d'être un peu connu, il a dit, bon, ben, je voudrais publier, que tu sois mon premier livre à publier, de sorte que ma maison, en même temps, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'appelle Nyepa. Donc, il a créé Nyepa Édition. Et j'ai été son premier ouvrage. Et en répondant à Gaston Kelman, du coup, qui est quand même mondialement connu à travers la France. Donc, c'était un peu cela. Mais sur le fond, je ne suis pas d'accord avec Gaston Kelman. Parce que quand j'ai lu son livre, dans le résumé, c'est qu'en fait, c'est vrai que je suis noir, je viens de mon Afrique, mais je suis tellement francisé que je m'offusque de ce qu'on m'appelle africain. En fait, si tu me dis, docteur Boga, tu es français? Je dis oui. Il dit, mais tu es français d'où? Donc lui, tout ça, ça le choque. Parce que dès l'instant où il est français, sa couleur de peau n'avait pas de sens. J'ai dit, mais tu te trompes. Vous ne connaissez pas les Blancs. Prends la nationalité, ils vont te dire, tu viens d'où? Donc c'est à toi de savoir d'où tu viens. Dis-le à tes enfants. En fait, c'est cela. Et moi, le premier titre que j'avais voulu donner, je suis nègre et j'en suis fier. Il faut être fier de ce qu'on est. Donc c'est un peu ça, mon troisième livre. Et enfin, j'en arrive au dernier. Le quatrième, c'est Afrique Liberté. Celui-là, je n'ai pas encore fait la promotion, parce que ça a été justement l'objet par lequel j'ai rencontré Saïri. J'ai été contacté par une maison d'édition en Allemagne, qu'on appelle donc les éditions universitaires européennes. C'est une maison d'édition universitaire, donc des universités européennes. Ils m'ont contacté pour dire, docteur, est-ce que vous n'auriez pas un livre à publier chez nous, etc. Donc je me suis mis au travail en 2 mois. Le livre est... Parce que bon, les livres, on les a dans les ordinateurs. Hein. Je n'invente pas, on n'écrit pas un livre en 1 mois ou chose, mais où on est assis ici, là, chacun de nous a un livre en tête. Hein. Et moi, dans mon ordinateur, il y en a encore, d'accord? Et donc, ils m'ont fait l'honneur de me publier Afrique Liberté, les conditions d'une Afrique libre et souveraine. Et là-dedans, j'évoque quelles sont les conditions que l'Afrique doit remplir pour être indépendante. Par exemple, la question du franc CFA. Donc, j'ai beaucoup lu Nicolas Agbohou, que je cite beaucoup dans cet ouvrage. Et puis, la question de l'immigration, j'aborde cette question-là aussi. La question de la corruption qui mine l'Afrique, j'en parle aussi. Le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est que sur Amazon, ils vendent le livre à 62 €. Je dis, bon, écoutez, moi, je connais mes compatriotes, hein, cette affaire de 62 € là. Déjà, même vous bloquez. Moi, c'est pas... Écoutez, on n'écrit pas aujourd'hui là pour avoir de l'argent, mais mes idées là, ils vont les lire comment? Vos 62 € là. Nous, mon cher, parfois 2 € par jour. Tu dis 60 et puis il y a 2 en plus. C'est trop compliqué. Oui, je t'assure. Oui, oui. Et donc, dans le contrat, ils disent que si je veux, je peux rééditer le livre où je veux, ailleurs. C'est comme ça que j'ai contacté donc Saïri.
Vous lui dites, bon, écoute, cher frère, on va trouver une solution. Parce que les 62 € là, je connais mes compatriotes. Parce que 62 € en Côte d'Ivoire, ça veut dire combien? Près de 50 000 francs. Non, c'est trop compliqué. Donc, tu ne veux même pas qu'on vende le livre. Voilà. Donc, finalement, j'atterris sur ce livre. J'avais dit le premier point, je parlerai du livre. Donc, j'ai parlé de la forme, il est bien écrit, etc. Le fond. Donc, le fond, vous allez voir vous-même quand vous allez lire. Mais ce qui est très intéressant dans le fond, et ce sur quoi je vais insister, 2 ou 3 petites choses. Je donne un peu ma conception des droits de l'homme. Parce que, chers amis, chers frères qui êtes dans la salle, chères sœurs, sachez que quand mes parents m'ont mis à l'école, je n'ai pas étudié le droit. J'ai étudié les lettres. Parce que, voilà, après le baccalauréat, j'ai eu la chance d'être orienté dans plusieurs domaines. Et comme je suis chrétien, à l'époque, vous voyez, quand on est nouveau chrétien, on dit oh non, il ne faut pas juger pour elle, ne peut pas être jugé, tout ça. Donc, j'ai refusé d'être juriste du coup, donc je suis pas devenu avocat ou bien magistrat. Parce que c'est ce que je voulais faire. Mais comme je dis, il ne faut pas juger pour ne pas que Dieu te condamne, donc j'ai eu peur de ça. Tout ça, j'en parle un peu dans le livre. Et donc, c'est comme ça que je m'oriente dans les lettres. Et puis, voilà. Mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais les droits de l'homme. Et en même temps, je vous fais une révélation. Les droits de l'homme n'ont rien à voir avec le droit. Les droits de l'homme, en fait, les militants des droits de l'homme, ce sont des humanistes. Des gens qui aiment l'homme. On est dans cette salle-là. Écoutez, on est dans cette salle, je vous donne un exemple. Un policier arrive ici, il dit, bah, Christian Wabé, écoutez, suivez-nous, parce que vous êtes interpellé, on a un mandat, etc. Et puis, parfois même, il vous donne vos droits. Il dit, non, si vous voulez, vous pouvez garder le silence, vous voulez parler devant votre avocat, c'est votre droit, etc., etc. Si Christian refuse de partir, moi, je lui dis, non, Christian, ben, c'est cool, c'est tranquille. Tu n'as rien à te reprocher, mais suivons-le. Alors, nous, on t'accompagne. C'est tranquille. Mais un policier rentre, Christian, c'est vous, déshabillez-vous. Je vous donne des cas pratiques, hein, pour que vous puissiez comprendre. Déshabillez-vous. Mais le fait de l'interpeller, il va te déshabiller pourquoi? Et ça, c'est fréquent en Afrique. Ça touche une question, parce que l'être humain est sacré. Les droits de l'homme, c'est que l'être humain, là, il est sacré. Ils ont commencé à les rendre universels, les droits de l'homme, après la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils ont lancé la bombe à Nagasaki et à Hiroshima, et ils ont vu que la bombe atomique a exterminé des êtres humains, quand l'ONU est née en 1945, en 1948, ils ont eu une réunion ici à Paris. Et c'est ici à Paris, au cours d'une grande réunion mondiale, qu'ils ont décidé de créer la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est notre Bible. Nous qui faisons les droits de l'homme, c'est le texte mondial sur la question des droits de l'homme. Et dans ce texte, on dit, même s'il y a des crises, il ne faut plus que l'être humain soit traité comme un animal. Parce qu'on est distingués, nous sommes des animaux, mais des animaux pensants. À partir de là, on doit quand même avoir des comportements vis-à-vis de notre prochain qui montrent que nous sommes quand même distingués. Un policier peut t'interpeller, mais de façon cool. Pourquoi quand ils vont sur nos campus, mais nous on a vécu ça, nous tous ici, à genoux, ramper. Parfois on te dit, bois ceci. Ça, c'est en Afrique, c'est fréquent. Beaucoup plus. Donc toutes ces questions-là, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour faire ça. Après le président Martin Blehou en Côte d'Ivoire, celui qui a succédé, c'était un économiste, par exemple. En Tunisie, c'était un économiste. Et puis même, il y a des religieux, par exemple le père Joseph Sorenseski, dont le corps est ici, au Trocadéro, qui était le fondateur de ATTK, c'est un prêtre. Donc la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question de droit, des juristes et tout cela. Mais si tu as fait du droit, c'est un avantage. Mais pour autant, ce n'est pas une condition. Et moi, ma question, donc vous voyez que comme je n'ai pas étudié cela, je considère que c'est une vocation. Parce qu'aujourd'hui, quand je me suis lancé dedans, j'ai été obligé maintenant d'étudier, de faire maintenant des diplômes. Donc à Abidjan, j'ai eu 2 diplômes, à l'INADES de formation, et après j'ai eu la chance de faire une mission aux États-Unis où j'ai rencontré plusieurs structures et tout cela, de façon à ce qu'on puisse parler d'égal à égal. Voilà. Donc, sur le fond, ce qui est intéressant aussi, j'avais dit une ou 2 choses. La deuxième chose, c'est que le livre parle beaucoup de Laurent Gbagbo, et j'ai envie de dire au monde entier, mais pourquoi est-ce que je défends et je défendrai toujours ce monsieur? Pourquoi est-ce que moi qui ne suis pas FPI, moi qui ne suis pas BT? Parce que les gens, quand on parle de Gbagbo, tous ceux qui le suivent, on dit, oh, ce sont des FPI, oh, ce sont des BT, oh, c'est sa région. Non. Le sieur Soro Guillaume, il a dit, Laurent Gbagbo est le seul président qui a été élu sur toute l'étendue du territoire ivoirien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pendant que les autres, ils ont des carcans, des zones géographiques où ils sont élus. Je l'admire beaucoup
Parce que ce monsieur a apporté une transformation fondamentale dans la pensée dans notre pays. Non, non, c'est bon de préciser, parce que souvent on peut faire des amalgames. Et il y en a, tu vas retrouver sur le mur, Dr Boga a dit, non, il est si, non, attendez, ils n'ont pas fini les études avant qu'on les cite, d'accord? Oui. Je le dis parce que ce Laurent Gbagbo là, les gens pensent qu'on le suit comme ça parce que non, on est des abrutis. Non. Quand vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire, de tous les présidents qu'on a eus, c'est le jeune, le monsieur qui est une référence. Et moi, je l'aime beaucoup parce que fondamentalement, dans notre pays, il a apporté un plus. Ouais. Il a apporté un plus. Alors, deux choses. Moi, quand je le compare, toujours, je prends Houphouët-Boigny, je prends Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que dans le livre, je n'hésite pas à dire, et partout je l'ai déjà dit, en fait, Laurent Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est le papa de la démocratie. En fait, et ça, c'est en comparaison avec l'expression le père de la nation. Quand on était jeune, Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation. Chez nous, quand tu étais bon à l'école, moi j'ai été utilisé plusieurs fois au drapeau. C'est toi qui montes le drapeau, puis après tu prends vive Nana Houphouët-Boigny, vive le PDCIEDA, vive la Côte d'Ivoire. Je me rappelle comme c'était hier. On finit de finir, vive Nana Houphouët-Boigny, vive le PDCIEDA, vive la Côte d'Ivoire. Parce que c'était ça, c'était le. Voilà. Houphouët-Boigny a bâti une Côte d'Ivoire moderne, au plan infrastructurel. Mais il n'a rien fait pour les êtres humains. Laurent Gbagbo est venu, et puis dans notre pensée, là, il a bousculé les pensées. Ouais. Avant, on ne critiquait pas Houphouët. Non, jamais. Nos parents disent, si tu le critiques aujourd'hui, le lendemain, on est mort. Ouais. Avec Laurent Gbagbo, donc je peux parler. Donc je peux m'exprimer. C'est lui, en fait. C'est lui qui a envoyé ça dans nos sociétés. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et un autre élément qui fait qu'on est très déterminé dans notre combat, chers amis, quand vous avez vécu une situation, mon frère Baloubi, regardez un peu, souvent on regarde les films, il y a un crime qui se produit. Le criminel, nous on le voit, mais le juge ne l'a pas vu. Et après on mène l'enquête, on accuse quelqu'un d'autre. Et souvent toi tu connais le criminel là. Tu es malade dans ta peau. La crise de notre pays là, on est là, on connaît les criminels. Et puis le pauvre monsieur, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, jusqu'à ce qu'il soit à la CPI, il n'a fait que subir des traques. C'est comme si un monsieur, il fallait le traquer à vie. Et c'est ça qui m'épate dans sa vie, en fait. Tout le parcours qu'il a eu avant de devenir président. Et puis quand il a eu le malheur de devenir président, c'est comme si, là, il a tout aggravé. Depuis 2000 jusqu'à ce qu'aujourd'hui se trouve à la CPI, sa vie n'est que misère. Je ne comprends pas. Et c'est pour cela que je suis édifié. Et je comprends qu'en fait, mais on peut accuser quelqu'un à tort pour des intérêts. Et puis il va être victime comme cela. Chers amis, c'est-à-dire que si hier on a perdu des grands hommes en Afrique, et que celui-là, ça se passe sous nos yeux. Je disais en Allemagne au cours d'une conférence, quand nous étions gamins au lycée, on avait des dates à retenir. Ah, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, etc. Aujourd'hui, ça s'écrit devant nous. C'est vous et moi qui écrivons l'histoire de notre pays. Si nous laissons ce monsieur, il va périr seul. Mais si nous sommes mobilisés, nous allons montrer à l'Afrique que la Côte d'Ivoire est une nation exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de partager cela avec vous. Et je bénis Dieu parce que j'ai beaucoup prié ce matin à l'église. Et je vous le dis parce que souvent, quand j'ai voyagé partout, il y en a qui pensent qu'on perd notre temps dans la rue. On n'a rien à faire. Il y a des femmes qui abandonnent leur foyer, n'ont rien à foutre. Il y a des gens qui ne vont même pas au travail, n'ont rien. Non, c'est que nous sommes un carrefour de notre histoire. Tu peux emmagasiner des richesses, mais tes enfants n'ont plus de pays. Tu fais quoi? Et demain, tes enfants vont te dire, mais papa, quand il y avait la crise, toi-même, tu faisais quoi même? Ton rôle, c'était quoi? Tu as fait quoi? Non, moi, j'avais ma petite famille. Hein. J'avais ma petite famille, mais tu as vécu inutile. Parce que si il faut vivre pour travailler, avoir sa femme et ses enfants et tout, et puis tu dis j'ai réussi, mais c'est que tu n'as rien fait. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Mais il faut des gens, 1, 2, 3, qui parcourent, qui traversent l'histoire. Et Laurent Gbagbo peut faire partie de ceux qui traversent l'histoire. Oui, c'est une belle cérémonie de dédicace, hein, il fallait y être. Il fallait être à la dédicace. Parce que c'est vrai, de temps en temps, c'est bon comme ça d'échanger. Parce que parfois, on est dans le combat, on ne sait même pas pourquoi on doit y aller.
Parfois, on y va parce qu'on a un ami, une amie, mais on ne se dit pas pourquoi est-ce qu'il faut des valeurs, chers amis. Et nous, Baloubi, comme d'autres et moi, que Dieu a projeté parmi vous, y compris le président Stéphane Kipré, qui est aussi en exil, c'est quand on est venu vous dire, on a vécu cela, chers frères. Ce que vous faites là, ce n'est pas vain. Parce que ces gens sont des tueurs. Ils ne connaissent pas la démocratie. Ils ne connaissent pas la vie humaine. Mais à cause d'un pouvoir, pourquoi on peut tuer son prochain? Pourquoi on peut tuer son prochain? Pourquoi? Et tant que nous sommes en vie, si le jour où nous allons abandonner Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'est que nous aussi on aura vécu inutile. Ouais, c'est clair. C'est qu'on aura vécu inutile. Parce que c'est comme si on laissait l'histoire d'autres pays passer à côté de nous. Impuissants. Donc, je finis avec ce premier point. Je vais passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est de dire, j'ai dit que la crise de 2010 est un repère entre la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire de demain. Autrement dit, quelle est la date à partir de laquelle on va dire qu'il y avait une Côte d'Ivoire A et maintenant on va vers une Côte d'Ivoire B. Le dimanche 7 août 1960, Houphouët-Boigny a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous et moi, on est d'accord que cette indépendance, quand on fait le bilan, c'est zéro. C'est sur papier, parce qu'en réalité, on n'est pas indépendant. Que des enfants comme Macron viennent dire à nos mamans que vous n'avez pas le droit de faire 8 enfants. Et ça, il faut... Et puis, après, la CEDEAO va se réunir pour dire, bon, on va faire une limitation. Mais il y a des ignares sur cette terre, mais ce n'est pas possible. Quand on est un État souverain, quand on est une Afrique souveraine, il faut avoir la responsabilité de prendre nos décisions nous-mêmes. Un enfant qui n'a même pas fini de boire le biberon, je le dis devant les caméras, parce que l'insulte qu'il a faite à mes mères et à mes pères, elle me touche du fond de moi. Et je lui dis, il n'a pas fini de boire son biberon. Et Brigitte qui est là, qui a 2 fois son âge, ne lui a pas donné ce conseil-là? Non. Non, je le dis parce que c'est insultant d'insulter notre nation. J'étais en Allemagne lorsqu'il y avait le G20. Et c'est depuis là-bas qu'il a osé dire ça. Que les Africains font 8 enfants, etc. On ne peut pas les aider. Oh, ceux-là, ils ne peuvent jamais développer. Mon œil. Mon œil. Donc, le président de la Côte d'Ivoire, le premier président a proclamé l'indépendance. Donc, vous êtes d'accord avec moi que cette date-là, c'est vrai qu'on va la retenir, mais elle est devenue tellement banale qu'à un moment donné, on l'avait même changé. On avait laissé le 7 août pour passer 7 décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est qu'une date. Elle est devenue sans contenu. Si on est capable de changer la date de l'indépendance, donc ça veut dire que ça n'a même plus de valeur même. Ce n'est plus rien du tout. Alors, après donc le 7 août, non, je suis en train de vous dire dans le deuxième point, quelle est la date que nous devrions, bon, que je dis, pour vous, par respect, je dis que nous devrions retenir, mais moi je dis que nous devons retenir, parce que moi je pense que c'est la seule date. Donc j'ai cité la date de l'indépendance, 7 août. Je dis ça, c'est dépassé. Parce que tantôt même on a changé les dates, après on est revenu, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de coffre, mais il n'y a rien dedans. Et puis en 1970, on a failli avoir aussi une autre date importante. Parce que la Côte d'Ivoire a failli basculer en 70. Quand notre nation a été créée avec la première constitution du 3 novembre 1960, là-dedans, il y avait le multipartisme. Mais vous faites à verrouiller le multipartisme sous prétexte qu'il faut être ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Par contre, ça existait dans la Constitution. Donc voilà un jeune étudiant qui vient en France, qui étudie, il a fini, et puis il dit, je retourne dans mon pays, je vais créer mon parti politique. Mais il a oublié que vous faites avec le parti unique. Non, ce garçon arrive en Côte d'Ivoire, il essaie de créer son parti. C'était le drame. C'était le drame. Donc en 70, on a failli aussi avoir une date, parce que s'il avait réussi à créer son parti, ça veut dire qu'il avait apporté quelque chose de plus, de fort. Ça allait être historique. Et selon les textes officiels, le 26 octobre 1970, il a débarqué à Gagnoa avec ses amis. Et d'après les textes officiels, il a proclamé la République des Burnis. Le 26 octobre 1970. La suite, on la connaît. Tous ses parents ont été exterminés. Près de 6000 personnes, près de 6000 morts, les chiffres, il y a toujours débat là-dessus. Il y a plus que ça. Et lui-même, on connaît aujourd'hui celui qui l'a exterminé. Wassena Kone, je le salue, le maîtrier de Krabbe Nyangbe. Je le salue. Mais oui, Léon Konan Kofi était préfet. Mais celui qui le transportait de Gagnoa pour l'amener, c'est en chemin qu'il a été abattu.
Et avant que la crise actuelle n'éclate, j'avais reçu un membre de la famille de Krabwe Nyangbe qui m'avait sollicité parce que avant de venir ici, il a contacté donc ma structure, il est venu à mes bureaux et il m'a déposé un dossier parce que quand le président Laurent Gbagbo était là, la famille Krabwe Nyangbe avait souhaité que je rencontre le président pour que cette question-là soit quand même élucidée définitivement. Parce que bon, le président Laurent Gbagbo se gêne beaucoup quand il s'agit d'une affaire de BT. Parce qu'il a peur qu'on ne le taxe de tribal, etc. Donc ça fait que vraiment les BT en ont souffert quelque part aussi. Il faut l'avouer. Mais ça, ce sont les grands hommes qui sont comme cela. Ils veulent tellement se mettre au-dessus de son ethnie que parfois il est frustre. Et même, voilà. Oh, ils ont aussi des droits. Par exemple, quand tu quittes Abidjan pour aller chez toi à Gagne, voilà, tu passes par la route là, non? Mais pourquoi tu ne fais pas la route? Bon, ça, je ferme la parenthèse très vite. Non, mais ça n'a rien à voir avec une question d'ethnie. C'est le chemin que le président de la République emprunte pour aller dans son village natal. Pourquoi il ne fait pas la route? Il y a eu des accidents meurtriers là. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Parce que tout ça là, bon, il ne faut pas en dire qu'il fait ça pour sa région. Parce que vous faites pris son village pour en faire la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc, Laurent Gbagbo ne veut pas faire comme lui. Bon, le résultat, on n'a même plus de route pour aller chez nous. J'ai cité 2 dates. 60, 70. Il y a une autre date. Le 30 avril 1990. Le 30 avril 1990, bon, comme dans la Constitution, il y avait le multipartisme. Mais à cause du multipartisme, à cause d'un parti politique, on a failli essaimer toute une région. Donc il y a eu la calmie. Les gens n'ont plus créé des partis politiques. Et en 90, en 90, le 30 avril précisément, à la faveur de la chute du mur de Berlin, un an plus tôt, en 89, le vent de la démocratie se levant sur l'Afrique, la Côte d'Ivoire, officiellement, Houphouët-Boigny, accède à l'instauration du multipartisme. Et ça, c'est l'œuvre de Laurent Gbagbo. Maintenant, donc, vous voyez, je suis en train de venir pour vous dire, il y a eu des dates. Mais la date par laquelle je vais finir n'a pas de comparé. Elle n'a même pas de comparaison. Donc, vous voyez mon regard. Je sais que je vous prépare à la date à laquelle je vais arriver. Mais quand même, il y a eu une date sombre, le 24 décembre 1999. C'est-à-dire que quand on va enseigner l'histoire de notre pays à nos enfants, il faut qu'on leur dise, la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu de coup d'État. Même si on pouvait tout lui reprocher. Mais quand même, c'est lui qui nous a abreuvé de la paix, la paix, la paix. Et en 2013, je crois, j'étais sur un plateau de télé, sur la télé où Africa numéro 1, Africa 24, voilà, sur Africa 24 avec la jeune députée Wagné. Je suis retrouvé sur un plateau de télé avec elle. C'était lorsque on a offert le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à M. François Hollande. Et elle était, en tant que PDCI, elle applaudissait que c'est une très bonne chose parce que François Hollande a sauvé le Mali. Les Français sont allés bombarder, faire la guerre au Mali. Et sur le plateau, moi j'étais contre. Parce que pour plusieurs raisons, mais je vais citer 2. La première raison, c'est que les prix pour la paix, on ne peut pas les donner à des gens qui ont fait la guerre. Je pense que c'est contradictoire. Parce que je crois que c'est un principe de l'UNESCO qui dit que c'est dans les esprits que naissent les guerres. Donc c'est dans les esprits qu'il faut travailler pour qu'on ait la paix. Mais quelqu'un qui a fait la guerre, vous voulez qu'on lui donne un prix? Premier point, je ne suis pas d'accord avec. Deuxièmement, je ne crois pas que la France soit allée libérer le Mali par altruisme, de façon généreuse. Je pense qu'elle est allée le faire pour pouvoir préserver ses intérêts qui sont à Areva, avec l'usine de uranium, parce que les rebelles étant dans le nord, pas loin de Niger, là où c'est... Ouais, donc tout ça, c'est trop calculé. Et donc, vous, on lui donne un prix, c'est comme si vous banalisiez le prix. Et dans mes recherches, en fait, j'ai compris aussi quelque part que le vieux, notre premier président, il avait tout fait, il avait tant espéré qu'on lui donnât le prix Nobel de la paix. Et comme on ne lui a pas donné, avec son argent, il a créé un prix. En fait, c'est ce que j'ai compris, en fait. C'est la réalité. Voilà, sous l'égide de l'UNESCO, avec son ami, comment il s'appelait non,
Non, l'ami de Houphouët-Boigny à cette époque où il crée... Hein? Madame Boy? Federico Mayor. Federico Mayor. C'est intéressant parce que dans cette salle, c'est quand même, vous voyez, c'est convivial parce qu'on connaît un peu l'histoire de notre pays. Donc les dates que j'évoque, en fait, je suis en train de vous dire, il y a des dates qui sont mortes d'elles-mêmes. L'indépendance, 7 août, c'est passé. 70, heureusement, il y a eu Krabé-Niagbé, il y a eu un massacre, mais bon. Et puis après, 90, même le multipartisme, finalement, ça n'a même plus de sens. Parce que finalement, on est en train de dépasser cela. Je suis arrivé au coup d'État de 99. Quelque chose de grave s'est passé dans notre pays. Malheureusement, on avait tellement soif de changement que beaucoup parmi nous ont applaudi, en pensant que le général allait nous permettre d'être tous au même niveau. Balayer la maison, et puis après on va instaurer la démocratie. Lui-même, il s'est vite installé, et il a été dégommé par Laurent Gbagbo. Alors, quand j'ai fini d'évoquer cela, maintenant je vais arriver, vous voyez, après la date de 99, le coup d'État, il y a une autre date malheureuse aussi qui a suivi, c'est celle du 18 au 19 septembre 2002. Voilà. Parce que c'est là où une rébellion... Donc, ouais, finalement, la Côte d'Ivoire ne connaissait pas de guerre. On a eu une guerre, un coup d'État, je vous l'ai dit, le premier coup d'État en 99. Et puis finalement, les rébellions, on ne pensait pas que des Ivoiriens allaient devenir rebelles dans leur propre pays. Un pays qui est riche, où il y a tout. Si tu veux travailler, tu travailles. Non, ils n'aiment pas. Ils ont créé une rébellion. Et aujourd'hui, on l'a subi. Maintenant, moi, pour ma part, la date, c'est comme si j'avais un livre comme cela, et la date qui fait qu'il y a une Côte d'Ivoire qui est passée, et puis une nouvelle qui arrive, c'est le 11 avril 2011. Le 11 avril 2011. Parce que le 11 avril 2011, c'est comme si le ciel avait touché la terre. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. La Côte d'Ivoire n'était pas en guerre contre une autre nation. C'est du jamais vu. On est dans notre propre pays, à l'intérieur de nos frontières. Donc 422 600 km². On est à l'intérieur. 322 000, pardon. On est à l'intérieur. On n'est pas allé chez quelqu'un, on est chez nous. Les deux disent qu'ils sont ivoiriens. On est toujours chez nous. On est allé au vote. Les deux disent qu'ils ont gagné. On est toujours chez nous. Donc entre les deux, on fait comment? On trouve une solution entre nous. Puisque les deux sont ivoiriens. La communauté internationale dit non. Vous-même, votre pays là, on n'est pas d'accord. On va choisir pour vous. Non. On dit, donc, en fait, notre cri, c'est de dire, mais attendez, on ne vous comprend pas. Les deux sont ivoiriens, non? Ils sont candidats, non? C'est nous qui votons. Ils disent qu'ils ont gagné. Bon, trouvons une solution. Non. Le Laurent Gbagbo là, c'est pas... Non. Et c'est ça. Et vous voyez, c'est pour ça que, chers amis, si les conférences, je ne les ai pas faites à travers toute l'Europe, peut-être que vous allez entendre que Dr Bouga est devenu fou. Parce que souvent, quand tu dors, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, je pense que ce que j'entends dire, à vous arrive, à vous aussi. Est-ce qu'on est dans le vrai même? Est-ce qu'on ne perd pas notre temps? Est-ce qu'on n'est pas égaré? Parce qu'on nous prend tous pour des illuminés. Quand on allait au Quai d'Orsay ici, grâce à Mireille Saki, et je suis allé avec Abel Naki, on leur a dit, mais les non, oubliez Laurent Gbagbo, on est passé à autre chose. Non, ça dit que les gens nous rendent fous. Donc ce qui se passe dans notre pays, ça peut nous rendre fous. Cher frère, si tu n'étais pas marié, tu allais devenir fou. C'est vrai. Moi, je veux dire que ça t'a consolé un peu parce que tu ne penses plus à ça. Ça nous rend fous. Mais ça nous rend fous. Ça nous rend fous. C'est pour ça que ceux qui sont morts dans la rue avec nous, ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Moi, je me rappelle des moments ici, quand on faisait les conférences, on dit, tu m'as guéri un peu. Parce que c'est une sorte de catharsis. Nous sommes des fous. Ce qui arrive à notre pays, quand on commençait cette crise, des gens m'appellent des États-Unis, mais est-ce que Laurent Gbagbo, il est normal même? Vous voulez faire une guerre contre la communauté internationale, mais vous êtes perdu. En fait, si on veut écouter les gens, c'est qu'on perd notre temps. Parce que, et c'est un peu, je parle sous le contrôle de Claude Koudou, la querelle au fond de la représentante du FPI est là. La querelle au fond de votre parti, c'est ça. Il y en a qui disent non, l'adversaire est trop dangereux et trop fort, c'est même pas la peine. Il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent ça. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, mais attendez. Je suis allé faire une émission à Télé Sud. La journaliste dit, mais je comprends. Vous faites partie des gens comme ça qui avaient encouragé Laurent Gbagbo, machin et tout ça. Je l'ai réagi quand je dis, mais de quoi elle parle même? Mais je ne sais pas. Est-ce que Laurent Gbagbo, vous pensez que c'était un enfant? Quelqu'un qui est né dans la politique? Vous pensez que même quand on dit que Simone Gbagbo le mari, moi je les regarde, je dis, mais vous ne connaissez pas ce monsieur?
Parce que quand tu as une étoile en toi, un leader, ça veut dire quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui a une intuition que personne n'a. Il est avant vous. Il voit plus loin que vous. Qu'est-ce que c'est que Simone Gbagbo pour dire à M. Laurent Gbagbo, il ne faut pas faire ci, pas faire ça? Non! Elle peut lui donner des conseils. Il peut suivre. Mais un leader, c'est-à-dire que quand il dort, il se réveille, il sait déjà où il va. C'est clair, voilà. Donc, chers amis, le 11 avril 2011, c'est pratiquement la date phare. Parce que, 2 ou 3 choses. Premièrement, l'ingérence de la France dans la crise ivoirienne a montré que notre pays n'est pas indépendant. Notre pays n'est pas souverain. C'est eux qui décident. Et si nous sommes allés à l'école occidentale, si nous sommes allés à l'école un peu, et c'est pour ça que j'en veux à tous les intellectuels ivoiriens et africains, on ne peut pas aller à l'école, dire que je suis professeur de droit, je suis le plus gradé de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et puis ce qui se passe là, tu dis rien. Mais tu vas mourir avec de lâcheté, tu vas mourir de lâcheté. Je les regarde droit dans les yeux, puis je le leur dis. Parce que c'est aberrant de savoir que des fils du pays ont été formés. Et puis, mais les diplômes qu'on a là, au-delà de ce que nous sommes ici, il y a des docteurs dans cette salle-là. Mais notre doctorat là, on doit le mettre au service de notre nation. Ouais. Si le doctorat là, tu le prends pour nourrir ta famille seulement, mais tu as vécu inutile, c'est vrai que tu enseignes, donc tu apportes un plus, mais tu peux aller au-delà. Ouais. Ce monsieur était le secrétaire général de l'université d'Abidjan. Donc il était dans un cadre. Mais aujourd'hui, le combat a fait que finalement il a revêtu son costume de combattant. Parce qu'on a un leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc tous ces juristes, ils se sont tus. À cause de leurs intérêts, ils ont laissé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas voulu dire le droit. Or, la France nous a humiliés. Et je vous donne en même temps un autre sens du combat que nous menons, chers frères. On est en train de dire à la France et à l'Occident, vous nous avez esclavagisé, vous avez fait votre esclavage, vous nous avez colonisé. Aujourd'hui, là, au XXIe siècle, où on est allé à votre école, là, on ne va pas rester là les yeux ouverts et puis vous allez venir marcher sur la dignité de notre nation. On ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que je dis, Serge, chers amis, chers frères, vous qui continuez, nous qui continuons d'être dans la rue, là, qui prenons les risques, là, les avions, et puis on court là, mais serons galvanisés. Parce que, écoutez, la récompense là, c'est pas quand on t'a mis là, la médaille d'honneur, puis on t'a donné des billets de banque. Non, parfois il y a des noms qui rentrent, il y a des combats qui rentrent dans l'histoire. Houphouët n'est pas seul à se battre pour qu'on soit indépendant. Hein. Ils étaient nombreux. On le cite parce que c'est lui qui était devant. On parle de Laurent Gbagbo, mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous accompagnons Laurent Gbagbo dans sa mission. Amen. Parce qu'elle est juste. Parce qu'elle est juste. Parce qu'elle est juste. Je fais une parenthèse. Permettez-moi. J'avais oublié, quand je parlais de la forme du livre, je fais une parenthèse. Parce que je suis arrivé sur la question du combat. Vous avez vu mon combat pour les droits et les libertés. Depuis que je parle, est-ce que vous avez vu que j'ai parlé de moi? Je parle du combat général que nous menons. Mais pourquoi est-ce que j'utilise alors l'adjectif possessif, mon combat? Parce que j'ai les compétences pour écrire sur le combat que nous menons en général. Mais je n'ai pas la légitimité pour le faire. Ça veut dire quoi? C'est deux choses. Ça veut dire que je peux intellectuellement écrire. Baloubi peut le faire. Lui peut le faire. Mais je n'ai pas la légitimité. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas envoyé pour écrire en notre nom. Donc si j'écrivais le combat de la résistance, il y en a qui vont dire, mais docteur Boga, il se prend pour qui l'a envoyé? J'écris ma propre expérience. Et elle est diluée dans le combat de nous tous. Mais dans le combat de nous tous là, moi je sais ce que j'ai apporté, je sais ce que j'ai subi, c'est ce que j'évoque. Mais c'est le combat de nous tous en général. Donc je voudrais lever cet équivoque là, parce qu'il y en a, depuis là, ça veut dire, mon combat, on parle d'un combat de nous tous, il écrit mon combat, lui, son combat. Non, ce qu'il, lui, il a vu, ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il dit. À mon avis, il y a au moins 2 personnes qui peuvent se permettre d'écrire un combat sur la résistance ivoirienne. 2. 1, Laurent Gbagbo, parce que légitimement, nous tous, on se reconnaît en lui. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un guide. Si lui, il écrit, il n'y a pas quelqu'un qui a dit pourquoi il a écrit en notre nom. Parce qu'on se reconnaît en lui. Le deuxième, c'est peut-être Charles. Charles Blé Goudé, parce qu'à un moment donné, ce garçon, il a porté la jeunesse ivoirienne en lui seul. Donc lui, il peut se permettre de dire, j'écris sur le combat de la résistance. Mais moi, Boga, je suis très mal placé. Sauf si
ensemble, on dit, bon, mettons en place une commission, on désigne 3 ou 4 intellectuels, ils n'ont qu'à faire le bilan général de la crise qu'on a vécue, de tout ce qu'on... Là, on peut se permettre de le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Par contre, j'ai une expérience personnelle, c'est pour cela que je l'apporte. Je voulais lever cet équivoque-là avant que, voilà, c'est important de le dire. J'ai dit qu'avec le 11 avril 2011, on tourne la page. Maintenant, chers amis, avec l'influence de ce qu'on a vécu le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire de demain se présente comment? C'est ce que je m'avais vous esquissé. De mon point de vue. De mon point de vue, la Côte d'Ivoire de demain va se bâtir avec toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire, de tout bord politique, de toute ethnie, de toute religion. Donc, y compris des pro-Ouattara. Mais ce sera sans Ouattara. La Côte d'Ivoire de demain, elle va se bâtir, mais ce sera sans Ouattara. C'est-à-dire, quel que soit là où il sera, ancien chef d'État et tout, mais dans la Côte d'Ivoire de demain, on n'aura même pas besoin de lui. Parce que pour nous, après son mandat, après ces 2 mandats, c'est une mort, j'allais dire physique même, à la limite, dans nos esprits, dans nos pensées. Parce que la parenthèse Ouattara a été un cauchemar pour notre nation. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, je voudrais saluer donc, mon invité qui est là, qui est camerounaise. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, mais Jackie aussi, comme il est journaliste, il connaît très bien notre pays. Ah oui, pas encore, mais bon, sur papier au moins. Il doit savoir que quand on a grandi dans notre pays, on ne faisait même pas la différence entre le national et l'étranger. C'est Ouattara, quand il arrive du FMI, il dit, bon, je vais redynamiser l'économie du pays. Donc, on va faire la différence entre les nationaux et les étrangers. Comme ça, les étrangers, tout étranger va payer quelque chose. La carte de séjour, c'est lui. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à ouvrir les yeux. Ton frère, ah, il est burkinabé. Ah. Parce que c'est à ce moment précis qu'on commence à le faire. Et j'ai eu la chance, au moment où, dans mon parcours, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. J'étais collaborateur du ministre. Quand le président de notre organisation des droits de l'homme a été nommé ministre, le professeur Martin Bléou, il m'a pris dans son cabinet. Et j'ai eu le temps de constater quelque chose. Lorsque, avec l'instauration de la carte de séjour, on a demandé à nos policiers et à nos gendarmes d'aller sur les routes, parce qu'ils sont toujours sur les routes, et de nous aider à arrêter les faux Ivoiriens. Parce qu'entre-temps, on avait une carte d'identité très falsifiable dans les marchés et tout cela. On la falsifiait. Et donc, quand M. Ouattara instaure la carte de séjour, mais c'est en réalité pour faire payer aux étrangers de la CEDEAO de l'argent. Mais comment le policier fait pour savoir la différence entre le Ouattara ivoirien et le Ouattara étranger? Comment le policier fait pour savoir le diakité de Côte d'Ivoire et le diakité du Mali? Comment le policier fait pour le savoir? En réalité, c'est ce qui a manqué. Cette formation, on ne l'a pas donnée à nos policiers et à nos gendarmes. Donc, en réalité, M. Ouattara, il a instauré un instrument, mais on n'a pas eu le temps, dans des séminaires, de former nos agents des forces de l'ordre. Il y a eu des amalgames qui ont été commis. Il y a eu beaucoup d'amalgames, ça c'est vrai. Mais à qui la faute? Quand un Premier ministre vient et puis il instaure une décision, et puis il ne prend aucune disposition pour que les policiers aient les armes de pouvoir faire leur travail, ils font des amalgames. Et ils ont frustré des vrais Ivoiriens. Mais ça, est-ce que ça mérite qu'on prenne des armes contre la République? Est-ce que ça mérite qu'on déchire le pays? C'est pour cela que, dans ma vision de demain, la Côte d'Ivoire de demain, elle va se bâtir. Et je répète, avec tous les fils de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des musulmans, des chrétiens, des animistes, de tout bord politique, de toute ethnie, mais ce sera sans Ouattara. Lui seul, on va l'extraire de notre nation. Je voulais profiter pour saluer, c'est vrai qu'il me le rend bien en tant que son grand frère, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui et beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que, malgré les attaques, mais il est toujours debout, il est gaillard comme ça, grand, serein, fort. Je voulais saluer Stéphane Kipré. Je voulais saluer le président Stéphane Kipré. Voilà. Le président Stéphane Kipré, il vient toujours avec une grande délégation de l'UNG, c'est un honneur qu'il me fait.
C'est un honneur qu'il me fait. Et donc, certainement que, Président, vers la fin de mon propos, je reviendrai un peu sur toi. Alors, sur la Côte d'Ivoire de demain, je voudrais vous dessiner maintenant les exigences de la Côte d'Ivoire de demain en 2 points. Au plan interne et au plan externe. C'est-à-dire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et puis, dans nos frontières et nos rapports avec l'extérieur. Au niveau interne, la première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Dans la Côte d'Ivoire de demain, la première préoccupation c'est, mais quelle sera l'issue du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé? Chers amis, vous ne pouvez pas penser à la Côte d'Ivoire de demain sans penser à l'issue du procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire en dépend. Si Laurent Gbagbo est condamné, c'est que la Côte d'Ivoire est condamnée à plusieurs années de crise encore interne. Ça le dit. Enfin, vraiment, il faut être parfois bouché pour ne pas le voir. Si le président Laurent Gbagbo est condamné, c'est que la Côte d'Ivoire est condamnée encore à une crise pour plusieurs années. Je deviens terroriste. Bon. Il a déjà passé bientôt 7 ans. Ça nous fait mal. Mais ça ne nous dit rien parce qu'on se dit que c'est le procès qui continue. D'ailleurs, quand on regarde les différents témoins, ça nous rassure même. Nous-mêmes, on sait qu'il va sortir. Mais en même temps, on espère. Mais à supposer que la CPI fasse l'erreur de le condamner, la Côte d'Ivoire est condamnée pour plusieurs années de crise. Ça, je le dis. Donc, la Côte d'Ivoire de demain, là, après le 11 avril, là, elle dépend du procès. Et vous allez voir que s'il est réhabilité, s'il est innocenté, s'il est libéré, chers amis, la Côte d'Ivoire de demain sera plus belle. Elle sera plus belle. Mais le elle sera plus belle là. Oui, je vais vous dire pourquoi je dis qu'elle sera plus belle. Elle sera plus belle parce que Laurent Gbagbo sorti tel que nous le connaissons. Je crois que Stéphane le connaît mieux que moi. Tel que nous le connaissons là. Il va canaliser les énergies pour ne pas qu'il y ait des débordements. En fait, c'est ça. Parce que si c'est lui seul, je vais vous faire un témoignage, puisque j'ai la parole. En 2003, après les accords de Makoussi, j'en parle même dans le livre. Tout ça, ce sont des choses que vous allez retrouver dans le livre. J'ai eu l'honneur de représenter la LIDO, dont je suis membre, j'étais membre. Le professeur Martin Bléou, avant qu'il ne devienne ministre et qu'il m'appelle dans son cabinet, il m'a demandé de le représenter dans une structure qui voulait parler de la paix. Il m'a demandé, le président de la LIDO m'a demandé de le représenter dans une structure pour parler de paix. Ça s'appelle, ou bien ça s'appelait, le collectif de la société civile pour la paix, qui était dirigé par M. Guy Honoré. C'est-à-dire que quand la rébellion est née en 2002, on a failli avoir une guerre civile entre les gens du Sud se révoltant contre ceux du Nord. Et donc Guy Honoré, il a mis en place un collectif dans lequel il y avait des religieux et puis des acteurs de la société civile. Il y avait Koudous, Ediemou Blain Jacob, Benjamin Boni, pour parler des religieux. Donc il y avait le GERDES de Guy Honoré, la LIDO dont je fais partie, et puis quelques autres organisations. Et avec ce groupe, on a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Et ils avaient obtenu un grand financement de l'Union européenne, tout ça. Ils avaient un budget de près de 400 millions pour sillonner tout le pays, de la zone gouvernementale, et puis après aller en zone CNO. Tout ça pour dire aux civils, attention, laissez les militaires faire leur guerre, mais vous, en peuple, restez toujours soudés. C'était l'objectif de ce groupe-là. Et quand c'était la première fois avec ce groupe que je suis reparti à Bouaké pour voir mes étudiants. Et là-bas, j'étais surpris de voir que certains de mes étudiants étaient dans la rébellion. Et aujourd'hui, je les revois même sur Facebook. Je les revois, on est amis. Et ils savent que je sais. Et on se voit. Et après, Bouaké, on est allé à Korogo et tout cela. Quand nous sommes revenus, le rapport, Guy Honoré a pris rendez-vous avec le président de la République, le chef de l'État, Laurent Gbagbo, et on devait lui remettre le rapport. Je crois que c'est au mois de mai. On est allé au cabinet du président de la République. Et le président Laurent Gbagbo, il a dit quelque chose qui m'a épaté.
On était dans la salle, je ne connais pas le nom des salles à la résidence. C'était à la résidence, non pas au palais. Et il a dit, vous voyez cet endroit-là? Donc il regarde et puis le président nous dit, vous voyez cet endroit-là? C'est là que j'étais à genoux après la signature des accords de Kléber. Et c'est de là que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les mots pour dire au peuple de se calmer. Amen. Vous voyez, je fais allusion à cela parce que c'est le seul qui peut venir dire aux Ivoiriens, moi j'ai été victime, je viens de la CPI, mais je vous demande de calmer le jeu. C'est lui seul. C'est pour cela que quand les gens s'amusent à la CPI, ils ne savent pas qu'ils s'amusent avec notre nation. Et au-delà de notre nation, ils s'amusent avec tout le continent africain. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire de demain, elle dépend du procès qui se déroule aujourd'hui. Si vous condamnez Laurent Gbagbo, vous avez condamné la Côte d'Ivoire à une guerre de plusieurs années. Et le pire peut arriver à tout moment. Si vous le libérez, vous aurez libéré l'Afrique. Après la question du procès, mais il y a la question de la réconciliation. M. Ouattara s'est amusé avec la réconciliation, il n'a rien fait. Soro Guillaume, à un moment donné, il dit qu'il veut réconcilier. Lui-même, il est bloqué. Donc, on est toujours au point mort. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce conflit mais latent entre les gens du Nord et ceux du Sud. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au Sud, ils ont le profil bas. Et les gens ont peur d'un match retour. Notre pays fonctionne comme ça. Donc, la question de la réconciliation, si on veut bâtir une Côte d'Ivoire de demain, il va falloir qu'on règle cette question de réconciliation. Ça s'impose à nous. Il faut trouver un mécanisme. Parce que regardez ce qui se passe à la CPI. Il y a des victimes à la CPI. Mais toutes les victimes qu'on a laissées de côté, celles qui sont du côté du président Laurent Gbagbo, on fait comment? Et justement, en parlant de réconciliation, moi j'ai un problème avec la question de l'amnistie. Excusez-moi, mais en tant que militant des droits de l'homme, elle me pose problème, cette question-là. De bonne foi, c'est bien. C'est bien qu'on prenne une loi d'amnistie. Mais moi j'ai un problème. Parce qu'il y a un camp qui a déjà subi la justice. Le président Laurent Gbagbo a été humilié devant les caméras, on l'a vu en sous-corps. Et il est à la CPI, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de payer le prix. Maintenant, vous allez prendre la loi d'amnistie là, comment? Pour protéger l'autre camp? Parce qu'en réalité, la loi d'amnistie, c'est pour protéger l'autre camp. C'est pour cela que moi, j'ai un problème avec ça. La question de la réconciliation, en matière de droit, il y a deux mécanismes. Soit on applique la justice, une justice impartiale, équitable, pour les deux parties, ou alors on applique une justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est celle-là que les Sud-Africains nous ont montré. Nelson Mandela a fait les 27 ans. Et puis après, ils ont créé un mécanisme, c'était montré en direct à la télévision. Et puis on a vu les bourreaux et les victimes s'embrasser par la suite. Et l'Afrique du Sud n'a pas brûlé. Elle s'est réconciliée. C'est ce qu'il fallait faire. C'est pour cela que Ouattara a commis la grave erreur politique. Et Bédié va subir cela aussi avec lui. Ils vont tous subir cela. Parce que l'humiliation, l'opprobre qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo, justement, comment on va réparer ça pour demain? Donc, la Côte d'Ivoire de demain, la question du procès, ça nous bloque. Deuxièmement, la question de la réconciliation pose problème. Et ça, je parle à des intellectuels comme moi, je parle à des frères et des sœurs, pour dire que l'avenir de notre nation est toujours entre parenthèses. Et ça nous préoccupe toujours. Et quand vous êtes leader, ça, ce sont des préoccupations essentielles. Même quand vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire de demain, il faut penser à ces questions-là. Comment on réconcilie les Ivoiriens? Comment apaiser les cœurs? Puisqu'il y a un côté qui a été meurtri. Est-ce qu'il ne va pas se révolter contre l'autre camp encore demain? Et moi, dans les conférences, toujours, je dis, mettons pas la terre. Parce que si nous voulons faire de revanche en revanche, on ne va jamais s'en sortir. Et le seul qui peut apaiser son camp qui est brimé, c'est Laurent Gbagbo. C'est le seul. Parce qu'en dehors de lui, regardez, en France ici, vous voyez tout ça, c'est pour ça que le jour où vous toujours vous embrassez, quelles que soient les associations, les partis politiques, Laurent Gbagbo est dehors, mais vous allez voir des gens embrasser leurs ennemis. Mais tant qu'il est encore là-bas, ça continue, la guéguerre continue. La guéguerre continue. On s'attaque sur les réseaux sociaux, tout ça c'est parce qu'on a soif de sa libération. Donc chacun le laisse là-bas, il laisse Ouattara et puis il attaque son frère. Vraiment, c'est malheureux, quoi. Tout ça, c'est malheureux.
J'ai évoqué la question de la réconciliation. Je disais que je finissais, surtout que tout le monde est là. Je vais prendre une ou deux questions et puis on va dédicacer le livre. Donc, la question de la réconciliation. J'ai abordé la question du procès. Ça me paraît très, très important. Et quand je parle comme ça, c'est parce que je sais que les médias sont là, donc je parle à la CPI. Et je parle à la communauté internationale. Si vous voulez sauver notre nation, il est encore temps. Ce procès, je ne parle pas du procès, parce que si on veut rentrer dans le procès, on ne va pas sortir de cette salle. Mais vous pouvez poser des questions, hein. On peut y revenir. Hein. Un procès bancal comme ça, avec tout ce que Mediapart a dit, si vous ne pouvez pas vous regardez tout ça et prendre de la hauteur. Et puis, le Conseil de sécurité va dire, ah, non, on met en place une enquête internationale, entend tous les procès de la CPI, on les annule. Et puis, le président Laurent Gbagbo va regagner son domicile pour qu'au moins les Ivoiriens soient soulagés. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est que vous allez décider, en fin de procès, engage toute la Côte d'Ivoire. Et ça, je les regarde droit dans les yeux pour le leur dire. Il y a des familles qui attendent ça. Si vous condamnez ce monsieur, vous avez condamné sa nation à une guerre pour plusieurs années. Ne dites pas que je ne l'ai pas dit. Hein. Après la question de la réconciliation, je voudrais évoquer un autre point. Donc, troisième point, la question du patriotisme. En regardant ce que un président qui a marqué aussi notre continent, le jeune capitaine Thomas Sankara a fait au Burkina Faso, je me demande pourquoi est-ce que dans la Côte d'Ivoire de demain, on ne changerait même pas de nom même. On peut s'appeler par exemple le pays des vrais patriotes. Par exemple. Non, je le dis comme ça, mais en même temps, on met cela en référendum. Non, on va pas dire le pays des vrais patriotes. C'est-à-dire qu'on trouve un terme local, mais dont la définition, c'est le pays des vrais patriotes. Parce que Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le pays des hommes intègres. Burkina Faso. Donc nous, on met ça en référendum, on fait un référendum pour dire ce qu'on a vécu, ce que la France nous a fait, pour bien... Bon, peut-être qu'on peut garder le drapeau et tout ça, mais on va changer de nom. Et puis on met ça en référendum, et puis on choisit un nouveau nom. De sorte que la date du 11 avril là reste marquée, parce que moi c'est le repère. La Côte d'Ivoire de demain, c'est un nouveau visage. Ça peut avoir un nouveau nom. Thomas Sankara l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Et puis le président ne va pas venir comme un dictateur pour dire je vous donne un nouveau nom. On met ça en référendum. Les intellectuels, on a des linguistes et tout le monde peut inventer des noms. À un moment donné, mais il y avait une étude pour voir si on ne peut pas avoir une langue nationale. C'était à l'étude. On avait choisi quelques langues nationales cibles et on les mettait en laboratoire. Actuellement, l'étude continue, mais ce n'est pas Ouattara qui va continuer ça. Lui, il est trop français. La question du patriotisme m'intéresse. Mais en même temps, je vais vous dire, il faut qu'on fasse attention. Parce que quand le sieur Soro Guillaume a créé son mouvement de rebelles, il a appelé cela le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI. Et dans la zone sud, la jeunesse, et je parle sous le contrôle de Serge Kassi, avait créé ce qu'on appelle l'Alliance des patriotes de Côte d'Ivoire. Au début, c'était l'Alliance des jeunes patriotes, mais après, c'était l'Alliance des patriotes. Donc finalement, qui est patriote, qui ne l'est pas? Et dans ce premier livre, j'ai su revenir sur cette question-là, parce que quand sa rébellion est née, c'est là que j'ai écrit ce livre-là. Là-dedans, j'explique très bien. Parce qu'il faut faire la nuance entre patriote et pas patriote. Parce que le patriote, c'est un altruiste, quelqu'un qui est capable de se sacrifier pour sa patrie. Or, eux, dans leur MPCI, là, ils ont tué pour leur patrie. Il y a une nuance. Un patriote peut pas être un criminel. À partir de là, vous comprenez très bien qu'il y a la part des choses. D'ailleurs, à l'époque, avant la crise, c'est le professeur Seri Biali qui avait organisé un colloque. Au moment où la première dame avait sorti parole d'honneur. Dans la période là, on avait fait un colloque sur parole d'honneur, mais en même temps sur la question du patriotisme avec Seri Biali. Et je crois que j'avais fait cette exposé-là. Pour dire, il faut faire attention. Un rebelle ne peut pas être patriote. C'est pour ça que quand Soro Guillaume veut réconcilier, moi j'ai un problème avec cela. Tu as fait trop de tort, aussi bien que quand des parents te voient, à la limite, ils se taisent parce qu'ils sont traumatisés encore. Ça, c'est pas une bonne réconciliation. Non, mais c'est la vérité en plus. Mais c'est comme ça que moi j'analyse l'appel de Daoukro. En fait, l'appel de Daoukro, de mon point de vue, c'est l'appel de quelqu'un qui a été victime d'un coup d'État, donc il a toujours peur de Ouattara et de tout ça. Donc, il dit bon. En moi, de mon point de vue, c'est comme cela. L'appel de Daoukro est entre un Laurent Gbagbo qui n'a pas d'armée. Et puis Ouattara qui a son armée de rebelles, je préfère encore voter Ouattara, je sais que je suis en sécurité. En fait, c'est ce qu'il a fait. C'est la peur de la peur. La peur. La peur de ce qui fait peur. Donc la question du patriotisme m'intéresse aussi. Donc, 1, le procès. 2, la réconciliation. 3, c'est le procès, le patriotisme, c'est ça? Très bien. Je vois qu'un dernier point. Et puis, voilà. Le 4e point, je pense que la Côte d'Ivoire de demain a besoin d'une nouvelle constitution. Ça, vraiment, je ne dis rien. Enfin, est-ce que ça vaut la peine de le dire?
Parce que ce n'est pas la constitution de Ouattara qui va être notre constitution. C'est pas possible. Jamais. C'est pas possible. Donc ce n'est même pas la peine de trop insister là-dessus, parce que ça va de soi. Non, non, ça va de soi. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire de demain, il nous faut une constitution, j'allais dire consensuelle. Celle de 2000 était très bonne. Parce qu'on sortait d'un coup d'État, on avait mobilisé toutes les... Voilà. Bon, malheureusement, il a jeté et il a instauré une nouvelle constitution. Donc moi, je considère que dans la Côte d'Ivoire de demain, après Ouattara, une nouvelle constitution s'impose. Une nouvelle constitution s'impose. Le cinquième élément que je voulais évoquer, je voudrais qu'on mette aussi l'accent sur le rapport entre le citoyen et la République. Le rapport entre le citoyen et la République. J'estime que M. Ouattara a galvanisé, a galvaudé. Il y a une nuance, hein, c'est deux mots différents. Il n'a pas galvanisé du tout. Il a galvaudé. Il a détruit. M. Ouattara a galvaudé le thème de la République. Donc, dans la Côte d'Ivoire de demain, il faut qu'on crée un rapport nouveau entre les citoyens et la République. Comment nous amener à aimer encore notre République? Comment nous aimer à servir notre République? Comment nous amener à être capables de nous sacrifier pour la République? Ça s'impose à nous. Et c'est pour cela que moi, dans ma vision, il faudrait que dans les écoles et tout cela, le cours de service civique qu'on faisait avant, il faut qu'on le réhabilite pour que les enfants apprennent à aimer leur République, à servir la République. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait un peu cette réflexion-là, quand je travaillais un peu avec Alain Toussaint, on y réfléchissait. Est-ce que peut-être on ne pourrait pas réinstaurer le service militaire obligatoire? Parce que dans cette crise, on a vu que les gens vont chercher des miliciens et tout ça. Non, dans les nations qui se respectent, tout citoyen est un soldat. Lorsque la République est en danger, tout citoyen devient le soldat de la République. Parce que s'il n'y a pas de République, on n'existe pas. Et c'est important, moi je pense que c'est important qu'on nous oblige à faire notre service militaire. Les enfants, les jeunes de 18 à 21 ans. Pour que si la République est en danger, un pays riche comme la Côte d'Ivoire, il sera toujours convoité. Et la France aura toujours sa main sur la Côte d'Ivoire. Donc il faut que cette nation s'y prépare. Mais tout ça, c'est des réflexions que je vous donne dans la Côte d'Ivoire de demain. Il appartiendra aux nouvelles instances de direction de la Côte d'Ivoire, après Ouattara, d'y penser. Il faut une Côte d'Ivoire nouvelle. Il faut une Côte d'Ivoire différente de celle que nous avons aujourd'hui. Et en terminant, après ces différents points, je voulais maintenant évoquer les rapports avec l'extérieur. Les rapports avec l'extérieur sont de deux niveaux. Il y a les rapports avec les pays africains et puis des rapports avec les pays occidentaux. Au niveau des rapports avec les pays africains, dans la Côte d'Ivoire de demain, les rapports entre les pays africains seront en fonction du rôle joué par chaque pays dans la crise de Laurent Gbagbo. Ça s'impose. Parce qu'il y a des nations, il y a des pays qui ont été trop zélés pour qu'on enlève le président Laurent Gbagbo. Donc le président de la Côte d'Ivoire, après Ouattara, s'il est souverainiste, s'il est nationaliste, s'il aime son pays, s'il est patriote, les rapports entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là seront en fonction du rôle que tu as joué dans la crise de 2010. Et ça, cela va de soi. Cela va de soi. Ce n'est pas une affaire d'aimer, n'est pas aimer. Il y a des gens qui ont été pressés pour qu'on envoie notre président. Et puis comme ça, alors que depuis vous faites boyer, notre pays est capable de payer même parfois des salaires dans certains pays. On paye des salaires ailleurs. Aujourd'hui, on a un problème. Vous ne cherchez même pas à nous réconcilier. Vous prenez un fils de la nation, vous le déposez à la CPI. Demain là, quand tu deviens président, Ado, comment tu fais? Tu gères la question. Tu dis, bon, faites le rang. Toi-même, en 2010, quelle était ta position? C'est comme... Et puis, avec le niveau extérieur, avec l'Occident, je vais dire aussi qu'avec l'Occident, les rapports, je vais dire, les grandes nations, la Côte d'Ivoire peut pas, un petit pays ne peut pas trop influencer les grands pays, même s'ils étaient d'accord ou ils n'étaient pas d'accord. Par exemple, hier, c'était Hillary Clinton qui était ministre, secrétaire d'État lorsqu'on prenait le président Laurent Gbagbo et tout ça avec Obama qui a laissé faire. Et sa vision n'est pas la même que celle de Donald Trump aujourd'hui. Donc, on peut dire par là que, bon, c'est pas forcément. Par contre, il y a un seul pays avec lequel, en Occident ici, les choses seront trop difficiles. Ou bien partiellement, ou bien momentanément, ou bien définitivement, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France seront rompus. Je venais à Paris pour rencontrer les différents leaders que nous allons faire une conférence de presse pour dire au monde entier. Stéphane Kipré n'est plus un individu isolé. C'est un leader d'opinion, c'est un leader politique. De surcroît,
il se bat pour la libération de la Côte d'Ivoire avec nous, comme nous tous. Si vous l'enlevez, dites-vous que vous nous avez enlevé aussi. Si vous le touchez, dites-vous que vous nous avez touché aussi. Cette solidarité-là, moi j'y tiens. Pourquoi? Parce que M. Ouattara a fait la grave erreur. Dans un régime démocratique, les pouvoirs sont séparés. Tu es l'exécutif, tu as fait un constat, tu laisses la justice faire son travail. M. Ouattara se rend au congrès de son parti, le RDR. Et c'est là-bas qu'il annonce gaillardement, toute fierté but, toute honte but. Bientôt, je vais lancer des mandats d'arrêt. Ce n'est pas le jeu qui lance. C'est la justice qui lance. Si elle trouve nécessaire de lancer. M. Stéphane Kipré, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Et ce discours que je tiens, chers amis, c'est vrai qu'il engage Dr Boga, mais je voulais dire à tous les leaders qui sont là. Si nous pensons que nous ne sommes pas solidaires dans ce combat-là, autant dire qu'il faut cesser le combat. Il ne s'agit pas d'une solidarité dans le mal, parce que je doute des preuves de M. Ouattara. M. Ouattara est capable de fabriquer des preuves et de les coller à chacun de nous tous ici. C'est pour cela que moi je doute fort de cela, et je n'y crois pas du tout. Et je dis aux uns et aux autres, il y a trop de gâchis, trop de perte de temps. Il y a trop de gâchis, trop de perte de temps. Dans le combat, lorsque un d'entre vous est touché, c'est vous tous qui êtes touchés. Et en regardant Stéphane Kipré, je regarde en même temps Picasso Damana. Et je leur dis, nous sommes un. Vous touchez à un seul d'entre nous. Nous tous, on va faire nos convois, ils vont nous tuer tous. Du fond du cœur, j'ai assez parlé, je vous en prie, veuillez m'en excuser. Mais je voulais dire ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. Ce livre est un témoignage. Et vous, quand le lisant, vous allez voir, je parle un peu de comment, voilà, etc. Je suis vraiment content d'avoir échangé avec vous ce soir. Merci de m'avoir honoré par votre présence. Que Dieu vous bénisse. Donc, Martine Keivao, président de Solidarité Ouai. On est venu soutenir de la part de Maman Méo, la représentante de Solidarité Ouai en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, frère Boga est à sa dédicace. Au nom de Madame Méo, nous sommes venus le soutenir avec ce boubou. Ouais. Wow. Oh là 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 là. Bien. Voilà. Bien, ça, c'est bien. Oh. Voilà. Pour Maman Méo. Voilà. Merci pour tout. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Il fait toujours 3. J'ai gardé les habitudes de Côte d'Ivoire. Et puis je reste. Donc je voilà. reste passe ici. Elle, c'est ma fille. Ah oui, d'accord. La maman. Waouh. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben, on lui dit merci pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste dire, Martine, je voulais te dire à toi et à ta fille, de dire à Maman Méo que le geste qu'elle a fait aujourd'hui me va droit au cœur. J'en suis très touché et très honoré. Vous savez, un militant des droits de l'homme, merci beaucoup, c'est un altruiste. On milite pour les droits de l'homme sans connaître leur origine, ni rien du tout. Et la question de Maman Méo nous a beaucoup touchés. Comment une pauvre dame, une pauvre maman, qui se bat pour son peuple qui a été le plus martyrisé, M. Ouattara a osé prendre cette dame comme une cible. Et la question de Maman Méo, elle nous rappelle celle que traverse aujourd'hui le président Stéphane Kipré. On voit très bien que ce monsieur regarde et il cherche des boucs émissaires partout. S'il est capable d'aller prendre une pauvre ménagère chez elle à la maison, la façon dont elle a été enlevée, elle a été brutalisée, séquestrée, matée chez elle à la maison. Son mari a été blessé. Et comment dire, dans sa détention, elle était interdite de visite. Telle une grande terroriste. Telle une grande terroriste. Une pauvre maman. Et avec la mobilisation de tous, aujourd'hui, elle est dehors. Donc, une terroriste vient d'être libérée comme ça. Ça veut dire qu'en réalité, c'est du chantage. Et c'est pour cela qu'on s'est tous engagés. Et je pense qu'à travers moi, c'est une façon de dire merci à tous ceux qui se sont battus pour que cette femme-là sorte de prison. Merci beaucoup. Merci. Je remercie la délégation FIDOP France. Je remercie
le camarade président de l'Allemagne, Claude Bochot, le éminent avocat Maître Guaméné, celui d'Italie, la Suède, Danemark, Angleterre, la Suisse, les États-Unis. Et je voudrais surtout lancer un appel, c'est la raison même pour laquelle j'ai pris la parole, sinon tout a été déjà dit, sachant qu'en venant dans cette salle, côtoyant le professeur, le docteur Boga Sako-Gervais, je me demandais, qu'est-ce qu'il va encore nous dire aujourd'hui? Pourquoi? Parce que à ses côtés, j'en ai tellement entendu que pour moi, il n'y avait rien à dire d'autre qu'une simple, voilà, de petits mots, de dire, voilà, j'ai un livre qui est à la sortie, venez le prendre. Mais, à mon grand étonnement, le puits nous a encore servi ce soir. Je suis, mais émue. Parce que tout ce que j'ai entendu là, je ne les avais pas entendus auparavant. Et cela m'emmène à lancer un grand appel pour répondre à une sœur parmi nous, je crois 2 sœurs même, qui parlaient des organisations de défense des droits de l'homme en disant, pour résumer tout simplement, qu'est-ce que nous pouvons faire devant ces autres organismes, ces autres structures qui militent et qui, dans le fond, ne font pas la justice que nous leur réclamons. Mais je reviens là-dessus pour dire, mais voilà une opportunité de faire grandir nos structures. Parce que les révélations de Mediapart ne sont nulles autres que celles que le docteur Boga Sako-Gervais avait déjà balancé, pour prendre vos mots, sur la toile. Et même dans ces différents livres. Donc, il est important que nous soutenons nos différentes structures des défenses des droits de l'homme. Et sur ce, je lance un appel à toutes les personnes qui sont, qui sont intéressées pour militer auprès du docteur Boga Sako-Gervais, donc en l'occurrence à la FIDOP, de venir sans hésitation. Il y a des postes à pouvoir, même le poste de la présidente que je suis, Pourquoi? Parce que spontanément, je me suis alignée à Dr Boga parce que je fais partie de ceux-là aussi qui criaient sur la place de Paris. Et on n'avait pas d'interlocuteur direct pour porter haut et fort nos déclarations. Donc il fallait aussi chercher un autre support. Raison pour laquelle je me suis alignée à lui directement, sans détour. Merci. Donc maintenant, il est temps que nous accordons tout notre sérieux à nos différentes structures de défense des droits de l'homme. Raison pour laquelle je vous invite, celui qui a des qualités et des compétences pour mener à bien le travail que nous avons débuté, la place de la présidence est à sa disposition. Je vous remercie.